Bonjour Mishka, Bonjour François-Xavier. je suis très heureux de faire l'interview avec toi, cette rencontre avec toi. Moi aussi. Ça fait longtemps qu'on s'est décidé et on s'est vu pour faire cette interview et je sais que c'est tu vas avoir une parole riche en sagesse, riche en expérience et je suis hâte d'entendre ce que tu nous as à nous dire sur tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as vu, parce que tu as voyagé en bateau, tu as construit des maisons, tu as fait plein de choses. Et donc, je vais te laisser en quelques mots. J'ai envie que tu te présentes un peu pour les gens qui ne te connaissent pas. Alors, qui tu es, Mishka? Alors je suis une femme, c'est évident, mais ça paraît bien de le mentionner parce que j'ai l'impression que c'est essentiel à cette incarnation. Je suis Verseau et je suis, comme souvent les Verseaux, un peu défricheuse, pionnière. J'aime bien, j'adore la découverte, j'adore les premières fois et j'ai beaucoup fait ça dans ma vie. Parfois, j'étais un peu en avance, je le suis encore, et ça ne va pas sans entraîner une certaine solitude. Parce que depuis très jeune, moi, j'ai lu très jeune que tu as, d'un coup parti faire une expédition en bateau, traverser l'Atlantique. Franchement, moi, j'ai déjà entendu des récits de femmes qui ont traversé, même avec son mari ou même seul, l'Atlantique. C'est pas évident. La mer, c'est quelque chose d'impressionnant pour moi. Il y a vraiment une force de la nature qui est présente. Ils ont même vécu, des moments proches de la mort, proches de cette, de lâcher prise, dire: «Ce soir, la tempête est tellement forte que je vais mourir». Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots, ce que tout ce que ton parcours sur la mer, qu'est-ce que tu as vécu? Tu étais avec ton 1er mari, je crois, et qu'est-ce qui s'est passé dans cette, dynamique? Pour moi, l'histoire du bateau, je vais revenir en arrière un petit peu. Une façon dont on pourrait voir ma vie, c'est j'ai eu 3 relations longues avec des hommes avec qui j'avais un projet commun. Et donc quand j'avais 20 ans, j'ai rencontré un anglo-irlandais et avec lui, c'était mes années bateau. On a vécu 12 ans ensemble et le voyage en bateau qui t'impressionne, c'était sur le deuxième bateau de mon existence. Et avant ça, il y a eu un premier bateau qui était un tout petit bateau qui ne payait pas de mine, mais qui a finalement été beaucoup plus signifiant dans ma vie. On vivait au sud de l'Angleterre à l'époque. Avec ce petit bateau, on a traversé la Manche, ce qui était un peu hardi, parce que c'était pas un bateau qui était fait pour, Traversée? oui, c'était fait plus pour, suivre les côtes, D'accord. caboter. Donc on a traversé la Manche et on a suivi les côtes françaises jusqu'à la Bretagne où on a pris le canal de Bretagne qui va du nord au sud et c'était des petites étapes à la journée et le canal, c'est génial parce que tu es dans la campagne et tu es vraiment comme un gypsy de la mer et c'était vraiment important dans ma vie parce que c'est là où j'ai découvert un sentiment de liberté que je connaissais pas et ça m'a aussi appris que la légèreté qui va d'avoir peu de possessions est propice déjà, c'est un sentiment de liberté. Alors qu'on est dans une société où on est toujours poussé à acquérir davantage et plus on acquiert, plus on s'alourdit. Donc fidèle à la culture qui était la mienne, après avoir fait cette expérience pendant 1 an, on pensait partir pour 3 mois. Finalement, on est parti pour 1 an et après ça, j'ai eu qu'un seul rêve, fidèle à ma culture d'origine, comme je disais, c'est d'avoir un bateau plus grand avec lequel je puisse traverser les océans et donc c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a construit tout au nord du Canada, près de l'Alaska, sur la côte Pacifique et donc ça a pris du temps et j'ai découvert par l'expérience que d'avoir un bateau plus grand, plus impressionnant, plus capable d'aller partout, ça allait aussi avec, un sentiment subtil de poids sur les épaules et que, d'une certaine façon, j'ai eu la nostalgie pour ce bateau minuscule sur lequel on faisait pratiquement du camping et qui allait avec un sentiment de légèreté
génial. Et vous êtes partis jusqu'où, avec ce grand bateau? Donc on a longé les côtes du Canada, de la côte pacifique du Canada, de la toute l'Amérique du Nord, les États-Unis, les pays d'Amérique centrale. On a traversé, on a pris le canal de Panama et en faisant des escales sur des îles comme les Bermudes, on a traversé l'Atlantique pour retourner en Europe. Et c'est impressionnant de traverser tout ça avec la mer. Ça peut être parce que la mer peut être très calme, comme un miroir, et quelquefois ça peut être vraiment agité. Est-ce qu'on en quand on pense bateau, voilier, la plupart des gens, ce qu'ils en connaissent, c'est les courses. Et ça, c'est complètement différent. Ce qui est dangereux, c'est de vouloir aller à tel endroit, quelles que soient les circonstances météo. Prenez le temps. Si tu fais de la croisière, tu t'adaptes. Et c'est pas la mer qui est dangereuse, c'est la côte. C'est se fracasser sur les rochers, c'est ça que tu crains. Et Et il y a aussi des régions du monde, comme le Cap Horn, où effectivement les conditions météo sont en général difficiles. Donc si tu choisis d'aller te balader par là, tu risques de rencontrer effectivement des conditions difficiles. mais tu as dû voir aussi des baleines, des dauphins, tu as vu plein de tu as dû voir des moments magiques et Oui. vraiment, à couper le souffle, en fait. Et donc tu es sur ce petit point minuscule au milieu d'un disque immense, avec l'horizon circulaire autour de toi. Mmh. Et si en plus de tout c'est la nuit et que tu as ces millions d'étoiles qui scintillent dans le ciel, tu te sens vraiment microscopique. Parce qu'en plus, on n'a pas la sensation de lointain, parce que tout se ressemble. Il y a vraiment quelque chose d'infini quand on est en plein milieu de la mer et on voit plus rien, on voit que les étoiles, la nuit noire, parce que c'est vraiment noir, il y a pas de lumière extérieure, il y a pas de lumière parasite. Ouais. C'est vraiment on doit se sentir véritablement, dans tout petit, oui, au milieu d'une grande galaxie, en fait. Donc on était 2 et on 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 fait des quarts de 4 heures quand on traverse un océan. Il y en a un qui dort pendant 4 heures pendant que l'autre est à la barre, puis tu dors pendant 4 heures et cetera. Et là, tu pars, aussi avec, ton autre compagnon et tu décides de construire une cabane et de faire ta famille, créer ta famille. Oui, sauf que c'est nos décisions, elles se prennent au jour le jour. C'est un pas à la fois. C'est pas, un plan bien établi sur des années, c'est vraiment pas ça. C'est s'occuper du ici et maintenant. S'assurer que le pas que tu fais dans l'instant est le bon et faire confiance qu'au bout du compte, un pas plus un pas, plus un pas plus un pas, ça fait un chemin. Mais c'est pas essayer de deviner le chemin d'avance, c'est se concentrer sur le pas que tu fais maintenant. Et d'accepter ce qui arrive. Oui, accepter, c'est toujours la grande question. De pas partir dans l'émotionnel, dans la réactivité. Et quand on prend des années, on se rend compte de plus en plus que le sujet, c'est vraiment accepter. Et c'est pour ça aussi que la vieillesse peut amener de la sagesse, parce que tu es de plus en plus contraint d'accepter. Est-ce que ça mène pas aussi, plus quelque chose aussi on apprend la on ressent plus en plus la fin de l'histoire, de notre histoire qui va s'écrire à la fin de notre vie, au fait, avec la vieillesse, avec la parce qu'il y en a qui ont peur de la mort, il y en a qui, parce on commence à se confronter à cet instant où, Non, on sort de cette tu te confondes pas à la mort tant que c'est pas la mort. oui, c'est vrai. Tu es juste vivant. Tu es vivant, mais pour la plupart d'entre nous, le corps n'est pas comme tu souhaiterais qu'il soit. Donc c'est pour ça qu'il y a une composante d'acceptation nécessaire, indispensable. Et c'est pas forcément visible de l'extérieur, mais ça peut être vraiment initiatique, la vieillesse. Et c'est pour ça aussi que dans les peuples premiers, on se tournait vers les anciens, vers les gens âgés pour prendre des décisions sages. Tout à fait. Pour moi, les anciens ou les ancêtres amènent la sagesse, amènent des connaissances que les jeunes n'ont pas et qui amènent aussi des pistes de réflexion pour les jeunes. Oui, alors la question d'accepter, c'est pour que
pour que ça puisse être initiatique, il faut accepter toutes les modifications. De ton état du corps, de l'esprit aussi, du fonctionnement du véhicule, de notre corps physique. Oui, tout ça. Ouais, parce que quand on se dit qu'on a 20 ans, on pense pas que, le corps va réagir de certaines façons à un certain âge, en fait. Oui, on en général, quand on a 20 ans, on est en adéquation avec son corps, ce qui fait qu'on a l'impression qu'on est son corps. Tout à fait. Et en vieillissant, tu te rends compte que tu n'es pas ton corps. Tu es beaucoup plus que ton corps. Mmh. Le corps, c'est un véhicule terrestre qui nous amène, dans des réflexions et dans des expériences de notre vie pour faire grandir. Oui, Ce qui est le corps, c'est temporaire. Ouais, c'est un véhicule, moi j'appelle ça le véhicule terrestre, Ouais. qui va nous amener dans un point A jusqu'au point B, mais rempli d'expériences pour Et qui est nécessaire pour kiffer la vie sur Terre, ah, qui présente beaucoup d'aspects qui peuvent être vraiment jouissifs. tout à fait. Mais quelquefois c'est comme tout dépend comment on l'aperçoit, mais quelquefois les expériences que nous avons peut tomber dans vraiment une grande souffrance ou dans des grandes, dépressions pour grandir. Mais avant de voir le côté de la beauté de cette souffrance ou cette beauté, ce cadeau qu'on a, des fois c'est difficile de prendre conscience de tout ce qui est en jeu en final, pour que l'expérience soit jusqu'à intégrée en nous et qu'on puisse encore grandir, dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle, vision de ce qu'on est, de voir ce qu'on est plus grand que nous. Le dialogue avec notre âme. L'âme, je ne sais pas si pour moi l'âme, elle est dans la considération de quelque chose de mémorial, karmique. L'âme, il détient toute notre mémoire. Pour moi, l'âme, le sens que je lui donne, c'est l'âme est plus grande que moi, mon âme. Et c'est elle qui a choisi de s'incarner dans cette vie-ci. Et dans cette vie-ci, on a plus de rapports évidents, visibles avec le mental. Pour Mmh, moi, l'esprit et le mental, c'est pareil. C'est des questions de définition, il suffit de se mettre d'accord. tout à fait. Et j'ai parce que comme tu m'as dit, tu t'es présenté, tu as dit: «Je suis incarné en tant que femme» et ça a été un point important dans ma vie, en fait. Parce que et c'est l'acceptation aussi de cette incarnation en tant que femme que tu fais là. Comme tu dis que l'âme, c'est l'incarnation, donc tu dis en plus, tu soulignes vraiment la particularité que tu es une femme dans ce monde à l'heure actuelle, surtout à une époque où en fait il n'y avait pas autant de le patriarcal était très fort encore. Moi maintenant, mais Oui, maintenant, on prend conscience de pas mal de choses à ce chose, niveau-là. mais à ton époque, je pense que quoi, de nous montrer qui on est, qui on était pour une femme, qui ne devait pas être aussi évident que maintenant, en fait. Oui, il y a toutes sortes de choses que tu pouvais pas faire Mmh. parce que tu étais une femme. Que tu as pris, toi, la possibilité de prendre, la possibilité de le faire. Moi, je pense que j'ai quelque chose qui m'a beaucoup servi et qui me sert encore, c'est que je vais vers mon bien-être. Et ça a été le moteur, paradoxalement, pour le développement spirituel. Et à ce qui parce que pour te développement spirituel, bien-être, tu as fait, un jour la rencontre, de la plante, de la weed, de cette plante, et tu as eu tout de suite un feeling particulier avec elle, une relation d'ami-ami, ce qui Non, pas tout de suite. Au début, je c'est me suis beaucoup méfiée. Je suis née en 44, je vais avoir 20, c'était en 70. Je me suis vraiment méfiée, j'avais tous les préjugés qui étaient normaux à l'époque et qui le sont encore beaucoup aujourd'hui. Et donc la première fois, j'étais avec des amis en qui j'avais toute confiance. Donc j'ai fait comme si, mais j'ai pas vraiment tiré sur le joint qui m'avait passé, j'ai juste fait un peu semblant. La deuxième fois, j'ai tiré un peu plus, mais
en me méfie encore. Et la troisième fois, j'ai vraiment essayé et j'ai été conquise. Mais il faut dire que dire l'herbe, la weed, c'est comme dire le vin. Le vin, c'est il y a le pire et le meilleur. La weed, c'est pareil. Donc moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont fait goûter des herbes stimulantes, aux antipodes des trucs qui écroulent, qui sont la norme aujourd'hui. Et donc, au fur et à mesure, tu as voulu, donc tu écrit des livres, tu as combattu pour la médecine thérapeutique avec le cannabis. Et donc, tu as une certaine relation avec cette plante. Tu peux nous en dire que... Ouais, c'est une plante maîtresse pour moi. C'est comme de dire, en fait, il y a pas de un couteau, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Tu peux tuer avec un couteau ou tu peux, découper des choses de façon très utile. C'est l'utilisation que tu en fais qui est bonne ou mauvaise, c'est pas le couteau. C'est pareil avec les plantes. C'est l'utilisation que tu en fais qui est bonne ou mauvaise, c'est pas la substance elle-même. Tu as écrit plein de livres, tu as écrit plein d'ouvrages sur le cannabis. Donc j'ai commencé à fumer quand j'étais au Canada et quand je suis ren et j'ai découvert que j'avais la tête pleine d'idées fausses. Donc j'étais encore naïve à l'époque, j'avais l'impression qu'il suffisait de dire la vérité aux gens pour qu'ils voient la vérité. J'avais pas compris qu'il y a des vérités qu'on veut pas qu'on n'est pas prêt à entendre. Toujours est-il que je me suis mise à faire de la recherche et que j'ai écrit un bouquin. L'idée, c'était d'écrire un bouquin justement pour, dire la vérité et que les gens se rendent compte qu'ils avaient les idées fausses qu'ils avaient en tête. Et puis, petit à petit, de fil en aiguille, je me suis trouvée écrire un article sur un professeur de médecine qui qui avait vraiment en croisade contre l'herbe et qui pensait, comme beaucoup de gens, que la fin justifie les moyens, et ce qui peut mener à toutes les dérives. Et donc lui, il présentait les choses toujours, il choisissait des expériences qui étaient mal faites, mais qui apportaient de l'eau à son moulin. Il faisait passer sa croisade avant la science. Donc j'ai fait un article sur cet homme qui a été furieux, qui m'a poursuivi en diffamation. Et donc j'avais plus le choix. J'ai la seule chose qui me semblait possible en réponse à ça, c'était de faire venir des spécialistes d'autres régions du monde, les spécialistes qui avaient vu clair sur, le comportement. Et donc, ça a fait un procès qui a eu un certain retentissement avec une grande couverture dans les journaux français et ce qui m'a donné une certaine renommée dans les cercles, dans certains cercles. Et c'est comme ça qu'une compagnie hollandaise a voulu me rendre hommage en commercialisant les graines d'une variété qu'ils m'ont proposé d'appeler la Mishka. Ah, c'est pas tout le monde qui a quand même une plante à son nom. Mais c'est pas tout le monde. Et en plus, ce que j'ai lu dans cette plante, c'est que comme tu aimes bien écrire, tu aimes beaucoup écrire, etc., elle te plombe pas, elle t'amène dans la créativité d'écriture, dans cette dynamique-là. C'est ce que tu voulais transmettre au final avec cette Ouais. plante. Je voudrais finir une dernière question par rapport au cannabis, par rapport aux plantes en général. Est-ce que la plante a une conscience et il va nous amener en la prenant, en la gérant, nous amener dans un endroit où c'est nous qui choisissons en fait? Oui, je pense que la plante a une conscience, mais je pense que tout a une conscience parce que je pense que l'énergie précède la matière. Donc, il y a une conscience dans le micro. Mais donc, est-ce que c'est une conscience différente que celle que l'homme a, ou c'est une conscience qui est exacte, qui est en fait, il n'y a pas de différence en fait. C'est que l'esprit humain qui crée cette différence. Qu'est-ce qu'on en sait? Je ne sais pas. Après, on peut avoir des convictions, on peut avoir des choses, mais je ne sais pas. Je ne peux pas affirmer comme quoi le micro n'a pas de conscience ou la table n'a pas de conscience ou voilà. Là, ce qui est matériel, parce que les animaux, les plantes, je dirais, c'est fait avec des molécules
comme là, en finale. Donc, il y a une certaine conscience. Ouais. Tout est fait de molécules, tout est fait d'atomes, donc tout. Et dans notre corps, il y a évidemment ce qu'on a l'habitude d'appeler la conscience, Mhm. mais il y a aussi, dans chaque cellule, dans chaque bactérie qui nous compose, une conscience. Après, on peut aussi, on a la conscience. Après, on peut parler aussi de l'ego, de l'âme, de l'esprit. Il y a plein de choses où on peut avoir chacun notre propre définition. Et qu'est-ce qui est la tienne, en fait, de ces trois, de l'ego, de l'âme et de... L'âme, comme on a dit tout à l'heure, pour moi, c'est la partie qui est plus grande que moi, qui n'est pas incarnée et qui choisit d'expérimenter le monde en s'incarnant. que- Notamment dans cette incarnation-ci, mais dans plein d'autres aussi. Donc, il détient aussi, donc, l'âme détient tout ce qui est transgénérationnel, les mémoires transgénérationnelles, karmiques. Est-ce que tu penses que l'âme est là aussi pour euh, assimiler euh, les mémoires qu'on a eues avant, comme quoi le transgénérationnel, est-ce que ou karmique, etc. Est-ce que dans ces vies-là, dans ces expériences-là, on vit aussi pour que cette âme soit un peu enlevée de son fardeau, de ses souffrances qu'il a eues dans le passé, etc. Pour qu'elle puisse reprendre pleinement sa place lumineuse. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans la façon dont tu conçois l'âme qui est différent de la façon dont je la conçois moi, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Moi, je pense souvent comme quoi l'âme détient toute mémoire, en fait. Oui, Et ça, on est d'accord. Et en fait, je suis plus partisan pour dire comme quoi on est dans une expérience de vie et l'âme a plein d'histoires karmiques, d'anciennes femmes brûlées, par exemple, de ce qu'on a eu comme souffrance dans nos vies passées, en fait. Elle détient toute notre richesse du passé, en fait, l'âme. Et cette oui, des mémoire passés qui n'est pas un passé parce que le passé n'existe n'existe pas. pas, mais qui est concomitant. C'est ça. Tout se passe en même temps. Attends, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on n'est pas là dans les expériences qu'on vit pour soulager ces mémoires, en fait? Non, Pour pas partir en réaction, en fait, je pense avec... pas que c'est une question de se soulager les mémoires. Je pense que les mémoires, y compris les mémoires traumatiques, l'âme les recherche parce qu'elle veut expérimenter des situations aussi variées que possible. Et est-ce que l'ego joue un rôle dans tout ça? Donc l'ego, il se cantonne à cette incarnation-ci. L'ego, c'est celui qui pense être le chef d'orchestre et qui a soif de contrôle, qui veut prédire, qui veut organiser et qui a beaucoup de mal à accepter qu'en fait, c'est pas lui le chef d'orchestre, c'est le chef d'orchestre, on le voit pas, c'est l'âme. Quoi est-ce qu'il doit apprendre, en fait, cet ego, dans cette vie-là? Il doit apprendre à laisser l'âme dicter les décisions et il doit accepter qu'il est là pour gérer la pratique et éventuellement faire que ça se passe au mieux, mais selon les choix de l'âme. Les choix de l'incarnation, là. Tu veux dire, par exemple, dans quelle famille on est, dans quelle époque, Mhm. et tout ça. Ça, c'est des choix de l'âme. Mhm. Après, l'ego peut essayer de faire que ça se passe de façon fluide. Et parce qu'on a les expériences dans notre vie qui arrivent et de façon aléatoire, de façon soudaine, quelquefois on choisit le chemin qu'on prend et on vit des expériences. Est-ce que d'après toi, ces expériences sont pas déjà préinscrites dans ce fil du temps qui est indéfinissable, hein, parce que le temps n'existe pas, mais qui est là pour faire grandir notre conscience, prendre conscience de certaines choses de notre vie, de travailler sur certaines mémoires qu'on a, transgénérationnelles. Et donc, au final, on vit des expériences. Est-ce qu'on on les choisit, ces expériences, ou c'est déjà presque un jeu qui est déjà presque tout réglé à l'avance? Je pense qu'une chose qui est importante, c'est qu'en général, on apprend plus des épreuves
que des moments paisibles. Donc l'âme va avoir tendance à nous jeter dans des situations difficiles, parfois même extrêmement difficiles. Parce qu'en plus, toi, tu as beaucoup publié aussi parce que tu as créé Mama Édition, donc avec Tigrane. Et je sais que comme tu as pu lire, tu as beaucoup aidé beaucoup d'auteurs à écrire sur ces sujets-là, sur le chamanisme, etc. Donc, tu dois avoir une vision globale sur... tu as une grande vision par rapport à tout ce qui a été écrit chez Mama, même sur d'autres éditeurs. Et donc, tu dois avoir vraiment une vision assez large de tout le système, comment on peut ressentir comment ça se passe un peu. Pour moi, les livres, c'est sacré. J'étais fille unique et mes compagnons, c'était des livres. Et en grandissant, tout ce que j'ai appris d'important, pratiquement, c'était soit mon expérience directe, soit par les livres. Et mon expérience directe était souvent nourrie par les livres. C'est les livres qui ont fait que je me suis rendu compte qu'on pouvait construire son propre bateau, qu'on pouvait accoucher à la maison et faire toutes sortes de choses soi-même. Donc, ce que j'ai eu à cœur de faire chez Mama Édition, c'est de faire des livres, de publier des livres qui font du bien. Ça m'a vraiment porté, ça. Dans l'une des phases de ma vie que je disais tout à l'heure, et 3 grandes phases de ma vie. La phase bateau, il y a eu la phase forêt canadienne, enfant, famille, et il y a eu la phase édition, dans laquelle je suis encore. Mais tu as construit, tu as eu plusieurs enfants dans plusieurs domaines, on va dire. Ouais. Parce que Mama Édition, c'est vraiment pour moi plus je lis les livres de chez Mama, il y a vraiment une âme et un cœur qui est dedans dans ces livres-là. Ils sont touchants en fait. On sent le vécu des gens à chaque fois. Et en dirigeant les auteurs, comme j'ai pu le faire, les auteurs qui sont souvent des autrices d'ailleurs, cette idée de faire des livres qui font du bien, dans les conseils que j'ai pu donner, c'est cette histoire de livres qui font du bien a été constamment présente. Parce que quand on écrit un livre, c'est comme on peut te représenter comme une sage-femme qui fait accoucher le livre. Oui, on peut. Parce que c'est vraiment un processus intellectuel, même de ressenti, parce que il y a des choses qui se passent dans ton corps physique, dans ta souffrance, dans ton émotionnel, parce que d'un coup, tu mets des mots sur ce que tu ressens, des mots, ce que tu t'as vécu, et quelquefois, ces mots peuvent être thérapiques, et aussi des moments où tu remémores la souffrance que tu as vécue, et de choses comme ça, et ça apprend si vraiment l'acceptation encore de cette expérience ou pas. Oui, et donc parfois, pour accoucher du meilleur manuscrit, ça suppose que l'auteur accepte des transformations en lui-même. Je pense, par exemple, ça m'est arrivé d'avoir l'impression qu'une autrice qui avait une histoire difficile avec un homme ou des hommes n'avait pas vraiment pardonné aux hommes. Et donc elle ne pouvait pas écrire un livre qui fait du bien sans avoir pardonné aux hommes d'abord. Donc, c'est ce que je veux dire par si tu veux faire un meilleur livre, il faut que tu fasses un meilleur toi-même. Donc d'accepter véritablement la totalité dans cette bienveillance et dans cet amour inconditionnel au final. Parce que l'expérience est tellement juste, que les expériences sont tellement justes en soi, qui nous permet de devenir une meilleure personne encore et grandir en conscience. Ouais. Moi, je suis impressionné dans tout ce que tu as vécu et tout ce que tu as pu construire, vivre. C'est pour ça que je disais au début, dans l'interview, tu es une femme incroyable, parce que finalement, tu as fait tellement de choses. Tu as construit toi-même ton bateau, tu as construit toi-même ta maison. Voilà, tu as fait plein de choses. Tu t'es défendu sur le cannabis. Tu as créé aussi ta maison d'édition, qui n'est pas évident de créer une maison d'édition, même à deux, etc. Tu as eu beaucoup de challenges que tu as
as énormément réussi, tu as beaucoup cru en toi au final. J'ai le goût de l'aventure, j'ai le goût de la découverte. Et elle est où est-ce qu'il y a tu as senti quelquefois la peur dans tout ça? La peur, je la sens plus maintenant. J'ai pas peur de la mort. Je crois vraiment que mourir, c'est passer à une autre expérience. J'ai pas peur de la mort, mais je vois comment ce serait facile de se laisser glisser dans la peur du lendemain. Et c'est quoi la différence de c'est quoi cette peur de lendemain? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe en toi? Pour expliquer un peu plus qu'est-ce que la peur du lendemain, en fait? Quand tu sens que tes facultés déclinent, c'est facile que ça jette de l'anxiété sur l'avenir. Et, et en fait, l'initiatique, on en revient. Ce que ça, l'initiatique, c'est que c'est encore plus un effort qu'à d'autres moments de ta vie de faire confiance dans l'avenir, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive. Mmh. Faire confiance. Parce que c'est juste parfait? Moi, je dis souvent comme quoi, tout ce qui nous arrive, c'est parfait. Il y a pas d'imperfection et Ouais, c'est on a parfois du mal à s'en rendre compte. parce que, je peux dire, tu as Parkinson, c'est bien ça ce que tu as comme symptôme et qu'est-ce que, cette maladie t'a apporté au final? Parce que c'est pas évident d'un coup de sentir, ses facultés, diminuer et cetera et en termes du corps physique, hein, parce que mais qu'est-ce qui s'est passé en toi quand tu as eu, cette, information, ces diagnostics? D'abord, j'ai résisté de toutes les façons que je pouvais imaginer. J'ai mis longtemps à accepter. Parce que c'est, d'un coup, il y a plein de sensations que tu peux plus avoir, l'écriture qui est compliquée maintenant, tout ce que tu as aimé au final. Il faut faire confiance à ce qui va venir, même si on n'a aucune idée de où les solutions peuvent se trouver. Ah, je suis bien d'accord avec toi. L'univers a plus d'imagination que nous, beaucoup plus, heureusement. Oui et parce qu'on se dit souvent comme quoi, tout ce qui nous arrive en termes de maladies et cetera ou en termes de comme quoi, nous avons, c'est, heu, c'est une problématique qu'on nous a pas résolu, une mémoire, des situations, des choses comme ça, comme quoi le corps est somatique par rapport à quelque chose. C'est une vision un peu étroite de la maladie. Mmh. Je pense qu'il y a bien plus c'est bien plus grand que ça, en fait, Je hein. crois que l'âme fait parfois des choix qui semblent inacceptables à l'ego Mmh. et que l'âme peut faire le choix de la maladie comme moyen de, de se rapprocher de nous-mêmes. Parce qu'on a vu pas mal de choses et je voudrais savoir quelque chose, qui est est-ce que tu as envie de avec ta sagesse, avec ta maturité, est-ce que tu peux est-ce que tu as envie de dire aux auditeurs qui nous écoutent par rapport à ton expérience, par rapport à la sagesse que tu incarnes? De ne pas oublier, ou plutôt de se rappeler tout le temps que nos pensées sont créatrices. Les mots ont un pouvoir et il ne tient qu'à nous de tourner le dos aux pensées qui ne nous font pas du bien et de faire en sorte de n'avoir que des pensées qui nous font du bien. Mais quelquefois, on est dans une spirale où, les pensées, les choses comme ça, on voit que le mal et on voit pas les pensées positives qui arrivent. On se sent, on, a- on perd de vue le fait que on peut choisir ses pensées. Et comment tu fais? Parce que moi, j'aimerais bien avoir la solution. Tu, tu peux, dans des moments où tu es pris d'assaut par des pensées qui ne te font pas du bien, tu peux consciemment penser à des choses qui te font du bien, qui te sont agréables. Peut-être à la nature, peut-être. Moi, je sais qu'il y a un moment où il n'y a pas si longtemps que ça, une facilité à être anxieuse. Je me suis retrouvée à faire dans ma tête des listes de fleurs. Donc on fait quelque chose qui nous fait du bien Ouais, pour changer, cette dynamique. oui. D'où proviennent ces pensées négatives? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui, qui est essoufflé?
dans cette dynamique, dans nos brèches, parce que quand tu vois dans l'aura, dans le champ éthérique, nos émotions, tout ce qu'on a eu comme souffrance, quelquefois, ça crée des brèches dans notre noyau énergétique qui nous entoure. Est-ce que c'est pas la porte d'entrée à certaines forces qui est là et qui nous envoie plus de pensées négatives ou des choses et qui se nourrissent en fait de nos émotions? La question d'où ça vient, c'est secondaire, c'est pas ça le qui compte. La question, c'est comment est-ce qu'on y remédie? Tout à fait. Le comment amène l'énergie de transformation, oui. Donc c'est important déjà de prendre conscience du fait qu'il y a des pensées qui nous font du bien, qui font qu'on se sent bien. Mmh. Et une fois que tu as vraiment pris conscience de ça, tu peux te tourner vers ces pensées qui font du bien. Quand tu te sens assailli par des pensées qui t'emmènent à l'opposé de là où tu as envie d'aller. Est-ce que la méditation, le silence intérieur permet aussi d'amener de plus en plus une paix intérieure? Oui, bien évidemment. Moi, je je pratique pas la méditation en tant qu'activité à part entière. En revanche, je pense que je suis assez méditative dans beaucoup des actions quotidiennes. Mais est-ce que c'est pas ça parce que je prends mon exemple personnel, à l'époque, à un moment donné, je méditais matin et soir, très régulièrement dans des heures fixes comme si c'était, et au fur et à mesure, j'ai pris conscience comme quoi on n'avait pas besoin de cet, rituel-là et comme tu dis, je le fais maintenant de plus en plus dans mes tâches de vie de tous les jours, au final. Les tâches ménagères se prêtent à balayer, faire la vaisselle, éplucher des légumes. Ouais, ouais, même prendre le métro, Ouais, peut rentrer dans sa bulle. En fait, c'est rentrer dans son intériorité, au final. c'est être totalement dans l'instant présent. Mmh. Et ce qui est, et de pas se de essayer finalement, de moins en moins être attractif de l'extérieur, en fait, et rester toujours dans son intériorité et rentrer en soi. Ouais. Et en fonction de ça, de voir comment ça se passe, notre émotion face à des situations et les regarder, les observer. Ça, on va dire que c'est de la pratique. Maintenant, il faut l'appliquer dans la vie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des fois, on est un peu dévié. Parce que je trouve que des fois, l'extérieur a beaucoup plus, bon dos de donner la faute à quelque chose de l'extérieur que d'aller regarder en nous, notre intériorité en nous, pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi nous avons eu, cette émotion qui a joué par rapport face à une situation. Pourquoi? Trop d'énergie dans le pourquoi. C'est une fausse piste. Ce qu'on pourrait dire, c'est que on peut répondre à tous ces pourquoi en disant: «C'est une expérience Et et l'expérience enseigne». chaque expérience nous enseigne quelque chose. Ouais, Il faut pas et accrocher le pourquoi, parce que le pourquoi, c'est comme le serpent qui se mord la queue. ouais, On revient toujours au départ. Et je pense que je vais te poser la question comme à tous les auditeurs, que toutes les rencontres que je fais. Comment tu vis cette conscience et comment tu l'aperçois? Quelle est ta définition de la conscience et comment tu la mets en place dans la vie de tous les jours? c'est ce dont on vient de parler. Pour moi, la conscience, c'est être entièrement présent dans l'instant. Est-ce que le silence permet aussi d'amener une écoute intérieure entre 2 personnes, hein? Je parle quelquefois, on n'est pas besoin obligatoirement de combler la conversation, de remplir cet espace-là. Est-ce que entre 2 personnes, simplement un silence peut être beaucoup plus grand qu'une grande conversation? Oui, bien sûr. Le pouvoir des mots, c'est quelque chose, dont la plupart des gens ne tiennent pas compte. Dire à quelqu'un: «Tu as l'air fatigué aujourd'hui», c'est le plomber. Parce que tu lui montres du doigt comme quoi tu es fatigué. C'est un exemple banal, mais sans cesse, les gens utilisent les mots en en tenant pas compte de leur pouvoir. Mmh. Pour moi, dire à quelqu'un, par exemple: «Tu as l'air fatigué aujourd'hui», c'est comme jeter un sort. Donc être vraiment attentif à la façon dont on formule les choses et se dire, «Je suis fatigué», c'est se plomber soi-même. Si on dit: «J'étais fatigué»,
déjà, il n'y a plus cette charge. Ça tient à des toutes petites choses et je crois que c'est vraiment important de scruter son langage et de voir comment le modifier pour qu'il nous tire vers le haut. Parce que chaque mot, chaque, verbe, c'est une vibration. Donc la vibration amène une conséquence dans notre corps, parce que le corps vibre au fonction des mots qu'on entend. Parce on est que des ondes au final, c'est qu'une ondulation, le corps. Ouais, et se souvenir que nos idées, nos pensées ne sont pas seulement nos pensées, elles sont aussi les graines que nous semons pour le futur, que nous semons de façon inconsciente la plupart du temps Mmh. et que nous pouvons semer de façon consciente. Donc monitorer ses pensées, ça, c'est un travail de tous les instants. C'est une pratique de tous les instants. Je te remercie beaucoup, Mishka, pour cette rencontre avec cette discussion qu'on a pu, faire ensemble. Tes paroles sont riches, d'une sagesse forte et j'étais heureux de faire cette rencontre parce que je pense que tu as encore plein de choses à dire et plein de choses à faire. Oui, en avant pour de nouvelles aventures. C'est ça. Encore, une autre aventure, plein d'autres aventures à construire et à créer, Ouais, parce qu'on les crée nos aventures. Bah, merci beaucoup Mishka. merci à toi.